Tout de suite, le JT. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous de l'actualité de ce 1er août 2025. Pour nos auditeurs de IFM, je suis Milamom Firmin pour vous servir. À l'entame de cette édition, le dossier du docteur Succès Masra, leader du parti Les Transformateurs, arrêté le 14 mai dernier, continue toujours à alimenter les débats dans les milieux politico-judiciaires. Lors d'une audience solennelle tenue ce 30 juillet 2025, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de N'Djamena a transféré ce dossier devant la Cour criminelle. Audience qui a été donc boycottée par le collectif d'avocats de l'accusé pour le non-respect des procédures. Mistangar Victor nous en dit un peu plus. Le leader du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, est désormais dans le viseur de la cour criminelle. Ce transfert marque une nouvelle étape dans le bras de fer qui l'oppose depuis plus de 3 mois aux autorités tchadiennes. C'est par une conférence de presse animée ce 31 juillet que le collectif des avocats de l'opposant a dénoncé vigoureusement ce qu'il qualifie d'une mascarade judiciaire orchestrée contre son client. Accusé de divers faits par le parquet, Dr Masra voit son dossier transféré devant la cour criminelle. Ses avocats crient au scandale judiciaire. À l'entame de cette audience du 30 juillet 2025, la chambre d'accusation a tenté de faire un passage en force en obligeant les avocats de l'inculpé, Dr Asiongar Masra Succès, à plaider indistinctement l'ensemble des dossiers, alors même font l'objet des RI distincts instruits par des différents juges constituant prétendument le pool dans l'affaire de Mandakaou et qui n'ont pourtant pas fait l'objet d'une jonction préalable. C'est à quoi le collectif a opposé une protestation et un refus catégorique. D'après le collectif, la chambre d'accusation a décidé sur siège d'ordonner la jonction de ces dossiers aux grandes dames des inculpés et de leurs conseils. Ne voulant pas être jeté sur la poubelle de l'histoire, le collectif a boycotté l'audience en claquant à la porte, ce qui n'a pas empêché à la chambre d'accusation de transférer le dossier devant la cour criminelle. C'est dans ces conditions que les deux collectifs d'avocats de la défense des inculpés, refusant de porter une caution à cette mascarade judiciaire savamment orchestrée et planifiée, ont décidé de se retirer de la salle d'audience, matérialisant leur protestation et laisser la chambre d'accusation et les parties poursuivantes accomplir seules leur forfaiture, au mépris et en violation de tout principe inhérent à un procès juste et équitable, prescrit par le droit international et repris dans les différentes normes juridiques internes des nations civilisées et émancipées. Ce procès risque de polariser davantage l'opinion. Pour une partie de la population, c'est une manœuvre pour écarter une voix dissonante. Du côté de ses partisans, on parle d'acharnement politico-judiciaire. Pour eux, c'est une manière de neutraliser un opposant gênant. Alors que la date du procès reste attendue, la tension monte. La justice tchadienne pourra-t-elle convaincre de son impartialité? Pour l'heure, le doute persiste. Une chose est sûre, le procès de Dr Masra ne se jouera pas que dans une salle d'audience. Il se joue aussi dans l'opinion, au cœur de la démocratie tchadienne. Toujours en politique, le comité des ministres de l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Segnan, a tenu sa 75e session annuelle ce matin dans un hôtel de la place. Une cérémonie au cours de laquelle le ministre Émile Zerbo du Burkina, ancien président du comité des ministres, passe les charges à la ministre des Transports et de l'Aviation civile du Tchad, Mme Fatime Gougouni. Chose vue et entendue, Romnelum Sengar Garmadini.
Ces assises de haut niveau de la 75e réunion annuelle de l'Agence de la navigation aérienne en Afrique qui a rassemblé des ministres de l'aviation civile des 19 États membres de la SEGNA, les directeurs généraux et les experts du secteur aérien, s'est tenue dans un contexte où l'évolution multiforme est constante et l'ambition de moderniser davantage le secteur de l'espace aérien en Afrique est urgente. Ceci vient aussitôt après la 155e session du conseil d'administration de la SEGNA qui s'est déroulée le 30 juillet dernier dans la capitale tchadienne. Lors de cette cérémonie, un événement majeur est à signaler, celui du changement à la tête de la présidence du comité des ministres. L'honorable ministre burkinabé, M. Émile Zerbo, ancien président du comité des ministres, passe les charges à la ministre des Transports et de l'Aviation civile du Tchad, Mme Fatimé Goukouni Odey. Chers collègues et sœurs, en vous passant le témoin pour la présidence de notre comité, j'ai l'intime conviction que votre rigueur intellectuelle, alliée à vos grandes qualités humaines, permettront à la SEGNA le mois à venir de réaliser de grands bons qualitatifs dans sa marche inéluctable vers le progrès intégral. Prenant les rênes de ce comité des ministres, Mme Fatimé Goukouni Odey dit être consciente de la mission qui lui attend. En ma qualité de présidente du comité des ministres, je m'engage donc à promouvoir un climat de dialogue constant, d'écoute réciproque et de décisions concertées. Car c'est ensemble et encore ensemble, dans le respect des réalités et priorités de chaque État, que nous construirons l'avenir de notre agence. L'ambassadeur Alamay Halino, Premier ministre, lequel l'événement a été placé sous son haut patronage, n'a pas caché sa fierté de voir son pays accueillir cette cérémonie d'une importance capitale. Il a ensuite salué le travail abattu par les services de la SEGNA avant de rassurer à la nouvelle présidente du comité des ministres du soutien du gouvernement de la République du Tchad dans cette noble mission. Je tiens également à saluer très chaleureusement Madame Fatima Goukouni Odey, à qui revient désormais la charge de présider le comité des ministres de la SEGNA. Je lui réitère au nom du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno et en celui du gouvernement notre entière confiance et notre soutien indéfectible. Pour rafraîchir les mémoires, c'est après 14 années que le Tchad a accueilli cette 75e session annuelle de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Et puis, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel à Amman a organisé une journée d'échange et de dialogue avec les professionnels de médias. C'était hier dans l'une des salles de conférence du ministère des Affaires étrangères. Chanel Alao nous en dit plus. Ils étaient environ une centaine de journalistes et responsables de la presse nationale à échanger hier avec la AMA sur les objectifs d'une nouvelle dynamique dans leurs relations. Une initiative qui vise à outiller les hommes des médias sur l'éthique et la déontologie, le traitement de l'information et mettre la lumière sur plusieurs zones d'ombre. La présidente de la AMA s'est appesantie sur le thème « Régulation des médias, mission, attribution » et la vision de la AMA. Sa vision à travers cette journée d'échange et de dialogue est de créer une parfaite harmonie entre la AMA et les médias. Sa vision à travers cette journée d'échange et de dialogue est de créer une parfaite harmonie entre la AMA, les médias et l'ensemble du personnel de la presse nationale afin de maintenir un contact permanent permettant un dialogue à la AMA, d'accompagner l'émergence d'une presse dynamique en phase avec le développement technologique et professionnel. Nous avons voulu avoir cette journée pour qu'on puisse échanger avec l'ensemble des professionnels du secteur pour qu'on soit au même niveau d'information quant aux défis, perspectives, mais aussi notre mission et l'exercice quotidien de la profession. C'est une première qui ne sera pas certainement la dernière. De temps en temps, il faut qu'on trouve les moments, les moyens de pouvoir s'asseoir et ensemble pouvoir discuter des problèmes qui nous préoccupent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées. Sûrement, on ne va pas pouvoir les engager au même moment. Donc peut-être qu'on va prendre des moments pour s'asseoir, pour parler uniquement de la carte,
D'autres moments, on va parler uniquement de l'aide de la presse, uniquement de la formation, uniquement de la régulation avec les défis du numérique. Donc, on continuera le dialogue, on va le maintenir et sûrement on aura des moments où on va s'asseoir pour pouvoir échanger sur ces questions-là de manière spécifique. Au cours de cette assise, plusieurs participants ont laissé parler leur cœur sur les manières dont les journalistes sont traités. Ces derniers ont suggéré des riches recommandations pour apporter des pistes de solutions aux différents facteurs qui minent les médias. Enfin, elle a prodigué quelques conseils sur la posture, mais aussi sur le comportement vestimentaire, tout en rassurant que les recommandations seront prises en compte pour améliorer les conditions des différents médias et ses personnels. Notons que la journée d'échange et de dialogue fera le diagnostic des relations de la AMA avec les acteurs de la presse nationale. Au cours de cette édition, nous allons recevoir comme invité du journal Mme Halimé Assadia Ali, présidente de l'AMA. Et puis en santé, la journée mondiale du cancer du poumon est observée chaque année le 1er août. Elle vise donc à sensibiliser le public sur les facteurs de risque et l'importance de la prévention de cette maladie. À cet effet, quels sont donc les objectifs et perspectives de cette célébration? Roséline Ndiekouboua nous en dit plus. La journée mondiale du cancer du poumon, célébrée chaque 1er août dans le monde, a pour objectif spécifique de sensibiliser le monde sur les enjeux liés à cette maladie, informer sur les causes du cancer du poumon, tabagisme, exposition à des substances toxiques, pollution, etc. À cette occasion également, les spécialistes du poumon encouragent la population sur les méthodes préventives afin de promouvoir l'arrêt du tabac et la réduction de l'exposition aux cancérogènes. Le dépistage précoce, qui est un moyen indispensable, n'est pas à négliger. D'où la nécessité d'encourager les personnes à risque à consulter un médecin en cas de symptômes persistants, toux chroniques, essoufflement, douleurs thoraciques, etc. D'après les spécialistes de la santé, il a été approuvé que le cancer du poumon soit le 2e cancer le plus fréquent chez l'homme et le 3e chez la femme, et environ 80 à 90% des cas sont liés au tabagisme. Cette journée rappelle l'importance de lutte contre le tabagisme et des avancées médicales pour vaincre cette maladie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec l'avis d'une personnalité en la matière pour plus de précision. Nous restons toujours en santé. Dans l'est du Tchad, à Dougoui, le choléra fait des ravages dans le camp des réfugiés. L'alerte santé est lancée, plusieurs cas confirmés, dont 4 décès enregistrés jusqu'à présent. L'heure est à la vigilance et à la prévention contre cette épidémie très contagieuse. Koinuto Jacques Jeannette nous en parle. L'épidémie déclarée dans le Wadaï rappelle brutalement que le choléra reste une menace réelle, surtout dans les zones où l'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène sont précaires. Transmis principalement par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés, le choléra peut entraîner une déshydratation sévère, voire la mort en quelques heures. Face à ces dangers, chaque citoyen peut ou doit jouer un rôle actif dans la prévention. En N'Djamena, bien qu'aucun cas n'a été signalé, la menace peut se rapprocher si les mesures d'hygiène de base ne sont pas respectées. Les gestes à adopter dès maintenant sont se laver fréquemment les mains avec de l'eau propre et du savon, surtout avant de manger, après les toilettes ou avoir manipulé des déchets. Boire uniquement de l'eau potable si l'eau du robinet ou du puits n'est pas sûre. Il faut la faire bouillir ou la désinfecter avant de la consommer. Éviter les aliments crus ou mal cuits ainsi que les repas vendus dans les conditions insalubres. Lavez soigneusement les fruits et légumes avant consommation. Ne jetez pas les ordures ménagères n'importe où et comment. L'environnement propre, c'est une protection pour tous. Signalez immédiatement tout cas suspect de diarrhée aiguë à un centre de santé le plus proche. Le choléra n'a pas encore franchi les portes de N'Djamena, mais il ne connaît ni frontières ni distance. La meilleure défense, c'est la prévention. Chacun dans son quartier, dans sa maison, peut contribuer à maintenir la capitale à l'abri. La santé publique commence par des gestes simples. Restons prudents, responsables et solidaires.
Et puis, hors de nos frontières, Donald Trump, le président américain, a signé le 1er août un décret imposant de nouveaux droits de douane sur les exportations de dizaines de pays vers les États-Unis. Parmi ces pays figure donc le Tchad. On en parle avec Yaki Lydia. Donald Trump a de nouveau frappé fort. Le président américain a signé ce 1er août un décret imposant de nouveaux droits de douane sur les exportations de dizaines de pays vers les États-Unis, y compris le Tchad. Parmi les plus touchés, l'Union européenne et le Japon avec une surtaxe de 15%, le Canada avec 35%, le Tchad avec 13% et même jusqu'à 39% pour la Suisse. Cette victoire a été préparée depuis janvier dernier lorsque Trump évoquait les hausses des droits allant jusqu'à 60%. Une stratégie de rapport de force assumée, mais assez fort pour mieux obtenir un accord. Les principaux partenaires commerciaux ont cédé, signant des engagements économiques massifs comme 750 milliards de dollars d'achats d'hydrocarbures par l'Union européenne ou des commandes militaires japonaises. Les États-Unis imposent désormais un tarif de 30% sur l'importation en provenance du Tchad, y compris la gomme arabique précédemment utilisée grâce à l'AGO, un accord commercial offrant un tarifaire aux pays africains. À court terme, ces taxes douanières représentent une manne fiscale importante pour les États-Unis. Elles remplissent les caisses de l'État et renforcent l'image d'un président défenseur des intérêts nationaux. Mais sur le moyen et à long terme, le tableau sombrit. Des études montrent que les consommateurs américains paieront l'addition des produits commerciaux vers les pays en développement. Contrairement aux affirmations de Trump, ce ne sont pas des exportateurs étrangers qui payent, mais bien les ménagers américains qui verront leurs dépenses augmenter. Les économistes évoquent déjà un effet possible sur l'inflation, sur la croissance économique. La victoire affichée aujourd'hui pourrait bien se transformer dans quelques mois en revers économique. Du côté des fabricants d'éoliennes et de panneaux solaires, ceux-ci qui veulent investir aux États-Unis dénoncent un revirement opéré par la Maison-Blanche concernant leur secteur depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Un changement politique qui met en péril leur filière et c'est pour de nombreuses années à venir. Et puis en sport, les clubs de basketball d'Amtok City et les Lamatins ont joué la finale de play-off de la Ligue de basketball de N'Djamena. Amtok City, réputé pour sa rigueur tactique, et les Lamatins redoutables en transition offensive. À l'issue donc de cette confrontation allaitante, ce sont les Lamatins qui se sont imposés sur le score de 51 à 41. On fait le point avec Nodimadi Josiane. Dès l'entame de la rencontre, Amtok City, sous la houlette du coach Hervé Matissem, a imposé son rythme. Les deux premiers quarts de temps sont marqués par une circulation fluide du ballon, des passes incisives et un collectif bien huilé. L'équipe semble alors tenir les rênes de cette finale tant convoitée. Mais dès la reprise, les Lamatins, galvanisés par les conflits stratégiques du coach Morgan Richard, renversent progressivement la tendance. Par un jeu collectif discipliné et une défense serrée, ils prennent l'ascendant sur leur adversaire. Le coaching décisif de Morgan fait basculer la dynamique du match, permettant aux Lamatins de creuser l'écart et de l'emporter 51 paniers à 41. Nous sommes une équipe jeune, nous sommes à notre première année. Et déjà dans les matchs de poule, on a eu trop de blessés. Donc aujourd'hui, par exemple, on a joué presque 100 pivots. Et le seul pivot qui était sur le terrain, même après, on l'a mis dehors par rapport à une faute technique. Donc ça n'a pas été facile. Et j'espère qu'au prochain match qui est le samedi, on donnera le meilleur de nous pour que le résultat soit impeccable et le public soit satisfait par rapport à notre prestation. Ce fut une belle finale, intense, à la hauteur des attentes. Nos joueurs se sont battus avec honneur et ont offert du beau jeu à nos supporters. Ce que je veux dire ici, je suis vraiment fier des gars qui se sont battus jusqu'à la fin. C'est ça qui nous a donné cette victoire. Ils ont une très bonne équipe. C'est une équipe de jeunes, ça joue bien, ça bouge bien. C'est depuis le cadet qu'ils sont ensemble, ils font du bon basket. C'est là qu'ils sont manqués de l'expérience.
Pour le coach Mogena Richard, le niveau de jeu de l'équipe adverse a été impressionnant, mais mes garçons ont su rester lucides. Cette victoire est le fruit d'un travail collectif. Les joueurs de Lamantin, portés par leur victoire, permettent d'héréditer l'exploit lors du match retour annoncé comme le véritable choc final pour désigner le championnat absolu de cette play-off. Le début, c'était pas facile, mais on est résilient, on a défendu, et puis en attaque, le jeu est terminé aisément, et l'adresse aussi. Et c'est ce qui nous a permis de gagner. Ça n'a pas été facile pour nous au début, mais vers la fin, on a su mettre quelques stratégies en place pour pouvoir les cadrer et vers la fin, arracher la victoire. Au tout début, on joue la zone avant de passer ça. À partir du 3e et 4e quart-temps, on joue la défense individuelle. Pour le second match, les stratégies que nous, on va mettre en place, c'est on va travailler leurs points faibles, on va aller essayer de voir leurs faiblesses et maintenant, nous allons apporter nos gestes techniques et tactiques afin de déstabiliser leurs défauts à eux. Cette finale marque un tournant dans l'histoire du basket local. Plus qu'un affrontement sportif, elle aura été le théâtre d'une démonstration tactique entre deux écoles du jeu. Le public n'attend désormais qu'une chose, le dernier duel qui s'annonce aussi spectaculaire qu'un d'ici. Comme annoncé, nous recevons sur le plateau comme invité du journal Mme Halime Assadia Ali Brahim, présidente de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, la AMA. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Alors, madame Halime, pourquoi avoir initié une journée d'échange et de dialogue avec les professionnels du média? Merci beaucoup. Il y a pratiquement 2 mois, on a entamé une mandature à la tête de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel. Et dans les pratiques, à chaque fois qu'il y a une mandature qui est entamée, il y a des rencontres sectorielles de prise de contact et d'échange avec les responsables des médias, les organisations professionnelles, un peu les partenaires du monde des médias. Et malheureusement, ces dernières années, il y a eu des incompréhensions, des relations assez tendues entre la HAMA et les professionnels de l'information, que ce soit au niveau des médias ou au niveau des organisations professionnelles. Donc on s'était dit au niveau du collège, pourquoi ne pas s'asseoir tous ensemble, échanger, comprendre qu'est-ce qui ne va pas et se projeter pour des relations plus saines, plus apaisées et permettre d'avoir une presse assez professionnelle et une régulation apaisée. Alors, Madame la Présidente, est-ce que c'est une manière de rétablir la confiance entre les responsables des médias et l'instance de régulation des médias au Tchad? On a besoin de cette confiance. Tant qu'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas évoluer. Et la HAMA, les médias, les organisations professionnelles, c'est la même famille. Dans la même famille, il doit forcément avoir un dialogue, on doit s'asseoir, échanger et voir quelle est la meilleure manière de pouvoir cheminer ensemble. D'accord. Alors, Madame la Présidente, la délivrance de la carte professionnelle de journalistes qui est aujourd'hui un casse-tête chinois. Beaucoup de nos confrères n'en disposent pas de cette carte-là. Alors, qu'est-ce que vous entendez faire pour pouvoir, n'est-ce pas, faciliter la tâche à ces journalistes-là? La rétention de la carte professionnelle, je crois qu'elle est plus qu'indispensable pour des professionnels de l'information. Les conditions d'accès, les critères de l'obtention ont été un peu décriés, mais c'est des textes. Les textes ont été faits par des hommes, ont été faits par des professionnels de l'information. Et je pense que quand il y a des soucis, on s'assoit, on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire évoluer, qu'est-ce qu'il faut faire avancer, parce que sûrement ces textes ont été faits dans un contexte qui n'est pas le même aujourd'hui et ça doit évoluer. Mais je pense que dans les normes, dans les pratiques, on doit avoir cette carte. Parce qu'aujourd'hui, lors de cette journée d'échange, beaucoup de questions ont été soulevées, beaucoup de craintes, à la limite, ont été posées.
et tout le monde se plaint des difficultés d'accès. Donc je pense qu'on va s'asseoir ensemble avec les responsables des médias, avec les professionnels, les organisations professionnelles, faire en sorte que chacun puisse détenir cette carte qui va faciliter beaucoup de choses. Parce que sous d'autres cieux, l'exercice même de la profession est conditionné par la détention de cette carte. Nous devons aller vers ça. Et la problématique de l'assainissement de la presse a été également relevée à plusieurs reprises lors des échanges. Et je pense qu'un des éléments qui va contribuer, qui va aider à assainir l'exercice, la profession, ce sera la détention de la carte. Donc on va faire en sorte que sa détention puisse être facilitée, mais que les responsables des médias puissent aussi accompagner pour qu'on puisse avoir. Parce qu'aujourd'hui, l'une des pièces qui pose beaucoup de problèmes, c'est le bulletin de paie. La plupart de nos confrères, de nos consoeurs sont exploités dans les médias. Excusez-moi les termes, mais ils sont exploités dans les médias. Et quand vous demandez à un patron de presse de donner un bulletin de paie, il trouve que c'est assez dur. Donc, je pense qu'on va se mettre ensemble pour qu'on puisse aider les professionnels à détenir cette carte et leur faciliter le travail sur le terrain. Alors, qu'est-ce que vous comptez concrètement faire par rapport aux conditions de l'octroi de cette carte ? Non, les conditions, je crois qu'il y a un certain nombre de pièces qui sont demandées. Et pour une première délivrance, je suis parfaitement sur cette ligne-là pour qu'on puisse fournir ces pièces. Maintenant, beaucoup ont relevé le fait que quand ils reviennent pour renouveler la carte, on leur demande les mêmes pièces. Donc peut-être qu'on pourra s'asseoir, échanger et dire peut-être que si vous avez déjà eu la carte une première fois, quand vous demandez le renouvellement, forcément, vous n'allez pas ramener les mêmes pièces. Vous avez fourni par exemple un certificat de nationalité, on ne va pas vous demander une année après forcément d'amener un certificat de nationalité pour pouvoir l'avoir. Donc on va avoir les pièces qui ne sont pas indispensables quand vous revenez pour renouveler la carte. Et il doit y avoir également un certain nombre d'avantages qui doivent accompagner la détention de cette carte-là. Donc tout ça, on va s'asseoir pour que ça puisse aller dans ce sens-là et qu'à terme, celui qui n'a pas la carte ne puisse pas exercer. Je pense que ça va beaucoup nous aider à assainir la profession, mais aussi à régler un certain nombre de problèmes comme la difficulté d'accès aux sources de l'information, la sécurité des professionnels sur le terrain, l'accès à l'aide à la presse. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Alors justement, Madame la Présidente, parlant de l'accès à l'aide à la presse, aujourd'hui, beaucoup de responsables de médias dénoncent, n'est-ce pas, l'opacité dans la répartition de ce fonds-là. Que pensez-vous? Bon, peut-être que opacité, ce serait trop dire. Cette aide-là, elle a été mise en place dans un contexte où il n'y avait pas beaucoup de médias. Aujourd'hui, le paysage médiatique a beaucoup évolué. On a beaucoup plus de médias, mais l'enveloppe, malheureusement, n'a pas beaucoup évolué. Donc, je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de continuer la lutte pour que le plaidoyer puisse porter des fruits et que l'enveloppe puisse progresser progressivement aller vers un montant qui peut permettre à chaque média bénéficiaire de cette aide-là de pouvoir faire quelque chose. Mais aujourd'hui, l'enveloppe qu'on a avec le nombre de médias qu'il y a, forcément, ça ne va pas résoudre les problèmes parce que l'environnement économique est tel qu'il est, la presse est dans une précarité. Donc, quand vous donnez une aide, une enveloppe qui n'est pas vraiment conséquente, c'est vrai que ça ne résout pas le problème. Donc, l'assainissement du secteur, l'évolution du contenu de l'enveloppe va aider progressivement à résoudre un certain nombre de problèmes et à peut-être faire en sorte que l'accès sera conditionné avec un certain nombre de critères et l'enveloppe va être plus conséquente et peut-être qu'elle pourra aider les médias ne serait-ce qu'à résoudre un problème dans l'année. Alors, Madame la Présidente, l'accès également aux sources officielles de l'information au Tchad cause énormément de problèmes aux journalistes. Alors, en tant que présidente de l'AAMA, que préconise l'AAMA pour pouvoir faciliter un peu la tâche par rapport à l'accès aux informations? L'accès aux sources d'information est garanti par la Constitution. Malheureusement, aussi bien dans le milieu professionnel que dans les milieux des responsables des pouvoirs publics, ces textes-là ne sont pas tous connus. Donc je pense qu'il y a un travail de vulgarisation de ces textes-là qui doit être fait et un plaidoyer à commencer.
au séminaire national sur la décentralisation, on a fait un plaidoyer auprès des délégués généraux du gouvernement, les présidents des conseils provinciaux, les maires, pour qu'ils puissent faciliter la tâche aux professionnels sur le terrain. Et je pense que ce plaidoyer-là va continuer pour qu'on puisse toucher à l'ensemble du pouvoir exécutif, qu'on puisse toucher les parlementaires, qu'on puisse toucher les forces de défense et de sécurité, la société civile, pour que dans le quotidien, on puisse faciliter le travail aux journalistes en leur permettant d'accéder à l'information. Et l'accès à l'information n'est pas seulement avantageux que pour la presse, il est aussi avantageux pour les pouvoirs publics, pour les responsables à différents niveaux, parce que la presse les accompagne dans la mise en œuvre des politiques publiques dont ils sont porteurs et aussi le droit du citoyen à être informé. Ça, je pense que c'est un travail qui va se faire sur la durée pour que tout le monde puisse être sensibilisé, informé sur l'existence de ces textes qui garantissent l'accès aux sources d'information et que le plaidoyer puisse continuer pour qu'on puisse faciliter le travail aux journalistes sur le terrain, qu'on puisse les protéger et assurer leur sécurité. Alors, Madame la Présidente, on dit aussi que la HAMA s'érige en censeur et formateur des journalistes. Est-ce que c'est le rôle de la HAMA? Bon, c'est une perception. Certains vous disent que la HAMA, c'est le gendarme des médias, c'est le juge des médias. On est régulateur. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre la HAMA dans une posture de syndicat. La HAMA n'est pas un syndicat pour défendre systématiquement les professionnels. Je pense que la HAMA est un régulateur et un régulateur fait le travail aussi bien pour les professionnels de la presse que pour le pouvoir public ou pour le public. Donc je pense que nous, on est au juste milieu pour pouvoir faire en sorte que dans l'exercice de la profession, les journalistes puissent accéder aux sources de l'information, qu'ils puissent être protégés, qu'on assure sa sécurité, qu'ils puissent accéder à la formation. De l'autre côté, faire en sorte que le droit du public à l'information puisse être respecté et le pouvoir public aussi puisse accompagner cela en facilitant le travail aux journalistes sur le terrain. Donc ça, c'est le juste milieu. Aussi bien avec la presse, avec le public, avec les pouvoirs publics, on a ce rôle-là. Alors, avec cette journée d'échange et de dialogue, est-ce que les objectifs seront atteints? Oui, forcément, ils seront. Parce que quand vous entamez un travail, c'est avec l'espoir que ça puisse apporter des fruits. Peut-être que ces fruits-là ne seront pas immédiats. On ne va pas les récolter tout de suite. Mais je pense que c'est un premier pas qui a été fait. Et forcément, d'autres pas vont suivre. Maintenant, je pense que comme le dialogue est rétabli, on verra quelles sont les priorités, par où il faut commencer. Et personnellement, je pense que la question de l'assainissement de la presse doit être notre première priorité. Parce que quand on aura assaini, je pense qu'on aura rendu le plus grand service à la presse. Parce qu'on va faciliter les conditions de travail, on va faciliter l'accès aux sources de l'information, on va faciliter la formation, on va faciliter l'accès à l'aide à la presse. Donc, je pense que la professionnalisation va commencer juste après ça et on aura entamé pratiquement tous les différents chantiers qui ont été relevés. Merci Madame la Présidente. Et si jamais vous avez un message à adresser, quel serait donc ce message? Bon, en termes de message, je dirais tout simplement que la HAMA est une émanation des professionnels. C'est la première institution qui est née à l'issue de la conférence nationale souveraine. Et les professionnels des médias étaient allés faire un plaidoyer, ils se sont battus pour qu'on puisse avoir cette institution-là. Et je pense que 30 ans après, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qu'on a fait de cette institution-là? Parce que la HAMA a déjà 30 ans. Donc, je pense que les échanges au cours de la journée là, nous ont permis de voir un peu vers où on était en train d'aller et quels étaient les défis qui étaient là. Donc moi, je pense que pour relever ces défis, pour aller vers la professionnalisation, pour avoir une presse vraiment professionnelle, responsable, dynamique et qui soit respectée, on doit se mettre ensemble. On doit se mettre ensemble et on doit lutter contre certaines pratiques. Parce que je pense que le journaliste doit commencer à son niveau à se respecter, à s'imposer
et les autres vont le faire. Donc, j'appelle à une solidarité, à une dynamique pour qu'on soit ensemble et qu'on puisse au finish avoir une presse formée, vraiment à jour avec l'évolution du temps, respectueuse des textes et de sa déontologie et qui puisse être vraiment respectée. Je pense que c'est le challenge pour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Halimé Assadia Ali Brahim, d'avoir accepté notre invitation et surtout de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, internautes et aussi nos auditeurs de IFM, merci de nous avoir suivis. Au revoir.